Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Picardie Matin. Mardi 5 février, on va parler ornitholaryngologie aujourd'hui. Ornitho. Qu'est-ce que j'ai dit? Auto. Non, pas oui, auto, oui. Enfin bon, ORL, on va parler ORL. En plus, on l'a répété avant. On va parler ORL aujourd'hui sur ce plateau avec Céline Vaconsa, entre autres, mais aussi Gladys Guillaume-Souette qui va nous rejoindre sur ce plateau pour qu'on essaie de comprendre comment en finir avec les otites. C'est une vaste question, vous allez voir qu'il y a pas mal de réponses. Et sur ce plateau, si vous êtes courageux, restez avec nous, vous allez voir pas mal d'instruments de torture qu'on a du mal à... on a du mal à... Mais bon, bref, vous verrez ça dans un instant. Le droit des enfants, on a marqué hors mariage, mais c'est aussi évidemment en mariage, mais c'est le droit des enfants de manière générale et la filiation. On parlera de ça avec Clotilde Palolori, notre notaire. Et puis, la prise de son, Wolves and Moons. Non, il n'y a pas de S là, c'est Moon, c'est dans l'autre sens, le S après. C'est pour, c'est le représentant de la Picardie au Printemps de Bourges. Et oui, on les redécouvrira encore tout à l'heure. Et puis la caméra extérieure, on va retrouver Mathieu Guiraud qui nous attend à Senlis. Regardez le Saint Matthieu en direct de la grande cathédrale de Senlis. Alléluia Mathieu. Alléluia, Saint-Thibault. Est-ce que vous pouvez juste, pour Franck Moati qui a bien rigolé, répéter le nom du groupe de musique? Wolves and Moons. Voilà, avec l'accent, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on vous fait visiter la cathédrale Notre-Dame de Senlis, un chef-d'œuvre gothique construit durant la seconde moitié du XIIe siècle. Dans un instant, on sera avec la maire de Senlis, Pascal Loiseleur, pour évoquer la politique de rénovation. Il faut savoir que c'est la commune qui est propriétaire de cette cathédrale et c'est un petit peu exceptionnel. En France, on parlera histoire avec René Messel, qui est historien et qui nous dévoilera un petit peu le contexte de l'édification de cette cathédrale. Et puis, on sera bien sûr avec l'archiprêtre, le père Stéphane Janssen, pour voir comment est-ce qu'au quotidien vit cette cathédrale avec cette communauté catholique de Senlis. Et puis on finira même en musique avec un petit concert d'orgue. À tout de suite, mon cher Thibault. À tout de suite, Mathieu. Merci beaucoup pour cette présentation. Oh là là, et c'est ce magnifique cœur de la cathédrale de Senlis. On va revenir vous voir dans un instant. Le temps de jeter un œil sur la météo. Et la météo de ce mardi, voilà. Attention à ces rafales de vent, 90 km/h. Surtout sur la Somme, mais alternance de pluie, d'orage et de potentielles éclaircies, température entre 3 et 4 degrés, ça c'est pour ce matin, donc c'est pas génial. Et cet après-midi, c'est exactement la même chose avec un vent qui se généralise sur l'ensemble de la région avec de possibles chutes de grésil du côté d'Hirson et notamment donc l'extrémité est de l'Aisne. Les températures sont frisquettes, plus fraîches qu'hier, entre 6 et 7 degrés sur l'ensemble de la Picardie aujourd'hui. Voilà pour la météo de ce mardi. On va aller dire bonjour à Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Thibault, bonjour Céline. Alors le journal, laissez-moi deviner. Le journal. De quoi est-ce qu'on va parler? Je ne sais pas du tout. Laissez-moi deviner de quoi est-ce qu'on va parler. Bah oui, je suis en train de chercher, mais je ne sais pas. D'ornitholaryngologie D'ornitholaryngologie, oui, si vous voulez. Non, on va parler plus sérieusement d'école de la deuxième chance, puisque la première officiellement labellisée en Picardie l'est aujourd'hui. Il y en a un tas d'autres qui sont encore en cours d'expérimentation, mais en tout cas, c'est la première en Picardie à être officiellement labellisée. Vous savez, ce sont des écoles qui en fait donnent une deuxième chance, comme leur nom l'indique, à des élèves qui sont sans formation, qui ont quitté le cursus scolaire ou alors qui sont en grande difficulté. Et l'autre titre du jour, c'est la réunion ce soir à Paris au Sénat entre Michel Sapin, le ministre du Travail, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, les élus locaux amiénois et les syndicats de goudilleurs. L'idée, c'est de faire un peu le point sur le dossier et à entendre ce qui s'est dit sur les différentes radios nationales ce matin, notamment entre Mickaël Ouamin et Arnaud Montebourg. Ça risque de chauffer un peu. Et puis, comme on parle santé tout de suite avec Céline, faites attention à cette semaine. En Picardie, les labos d'analyse médicale sont en grève. Certains, même la plupart, seront fermés l'après-midi. Voilà Thibault, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup Jennifer. www.france3picardie.fr pour avoir toute l'information dont vient de parler Jennifer. Dans le courrier Picard de ce mardi, dans l'édition de Beauvais et sa région, toutes les éditions de l'Oise en gros, on parle aujourd'hui de Sophia. Qui est Sophia? C'est la nouvelle amie des diabétiques. C'est un prénom féminin qui a été donné au nouveau dispositif de la Sécu pour améliorer le suivi de 25 462 personnes déclarées souffrant de cette maladie. En gros, c'est un système auquel vous pouvez adhérer pour pouvoir être suivi librement par la caisse d'assurance maladie. Ça se passe par téléphone. Ce sont des conseillers santé qui s'adressent à vous en complément de la consultation chez le médecin traitant, évidemment. Ça existe déjà dans une vingtaine de départements. Les premiers résultats sont satisfaisants. On se rend même compte que les diabétiques se livrent parfois plus facilement par téléphone auprès de l'infirmier conseiller
qu'auprès de leur médecin. Non, c'est vrai, Ça effectivement. arrive. Oui, effectivement. Comme ça Il se y a passe par plus téléphone, c'est peut-être plus simple. Plus de conseils, plus de suivi. Le diabète, c'est une pathologie donc, qui touche différents organes, les yeux, les reins et toutes ces choses-là. Et là, c'est des conseils au quotidien, donc leur suivi déjà avec leur taux de glycémie, l'hémoglobine glyquée. On leur rappelle quand il faut aller voir l'ophtalmo. Il y a plein de petits conseils comme ça, donc c'est vraiment pratique et puis ça permet un suivi Régulier. voilà, régulier. Il y a une au long dizaine cours. d'appels apparemment dans l'année. C'est mis en place à partir d'aujourd'hui dans c'est l'Oise gratuit. et c'est totalement gratuit. Vous l'avez dit, bon, bah, je ne vais pas répéter, encourager à la prise de son traitement et tout ça. En 10 ans, le nombre de personnes traitées a quand même doublé. Ça, c'est des chiffres nationaux. Hein. Un malade du diabète coûte quand même 5 965 €. Donc la Sécu explique aussi très clairement que c'est pour plus on soigne, moins la Sécu débourse Moins il y aura de d'argent. Voilà, complications, et- donc moins- tout à mais, fait. mais la Sécu, apparemment, c'est aussi un système pour faire quelque part un peu des Bénéfice, économies tout à aussi. fait. Voilà, Sophia, la nouvelle amie des diabétiques. Donc, vous risquez de recevoir chez vous, dans votre boîte aux lettres, un petit courrier. On va aller voir Jennifer. Jennifer, sur Internet, est-ce que vous avez trouvé des petites choses? Oui, vite fait, je vous donne aussi une petite info rapidement qu'on vient d'avoir. Énormément de retard sur la ligne Paris-Laon, presque 3 heures de retard, puisqu'à cause du vent, un arbre est allé se coucher sur une caténaire. Donc, résultat, de gros retards sur la ligne Paris-Laon. Pour en revenir à la revue de presse, moi, ce que je vous ai trouvé, c'est dans le cahier départemental du Parisien de l'Oise. D'ailleurs, Sophia, vous retrouverez un article complet d'Ali Manajibi sur notre site internet, puisqu'on l'avait, il a été mis en ligne dès hier, avec toutes les coordonnées dont vous parliez, Thibault. Et moi, je vous ai trouvé encore un article que nous avons traité également. C'est les campagnes de recrutement qui commencent pour cet été pour la saison estivale, dans les parcs d'attractions de la région. Donc il y a le parc Astérix, il y a la mer de Sable, à Ermenonville, tout ça dans l'Oise. Il y a à peu près il y a plus de 2000 postes à décrocher. Je vous ai trouvé aussi cette petite info, regardez, hein, le Parisien en parlait également, les 25 000 diabétiques de l'Oise. Et puis hop, ça pourrait également, voilà, à Noyon, la nouvelle cloche, elle s'appelle Sainte Godeberte. C'est joli comme prénom, non? Si jamais un jour ça vous plaît pas. Comment? Godeberte comme prénom, ça vous plairait pas? J'ai pas, en fait, ah, non, Non. je D'accord, à tout vous à l'heure, redis ça à la Thibault. fin. Faut que j'assimile. Voilà, assimilé. À tout C'est à l'heure. comment elle a dit? Godeberg. Godeberg. Godeberte. Godebert. Ah, mais heureusement qu'il y a un ORL qui est là sur le plateau aujourd'hui, Thibault. Parce qu'en fait, le son arrive de l'oreille gauche et il y a l'oreillette dans l'oreille gauche, donc D'accord. je n'entends pas. Voilà, parce qu'entre l'oreille et puis la vocalisation, comme on dit chez moi, vous avez un peu de mal aujourd'hui. Non, tout va bien, tout va très bien. Ornitho, Oui, même mais moi ça je c'était n'arrive bon. pas à le dire. Voilà, C'était une ok, petite celle-là je l'admets. anecdote. Celle-là je l'admets. C'est fini de votre côté ou c'était la fin en fait? C'était la fin. D'accord. Bon bah c'est pour ça alors. Merci Voilà. beaucoup Jennifer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. On va aller voir. Qui c'est qu'on va voir maintenant? Mathieu, Mathieu, où ça? Senlis, cathédrale. Devant la cathédrale, sur le parvis. Allez. J'ai bien retenu. Voilà Mathieu en direct donc à Senlis sur cet immense parvis de la cathédrale. Allez-y Mathieu, c'est à vous. Oui, Thibault, sur le parvis de la cathédrale, regardez, devant le portail sud, et on est avec Madame le maire de Senlis. Bonjour Pascal Loisler. Bonjour Mathieu. Vous êtes le maire sans étiquette de cette commune. Alors, une petite particularité pour votre commune, c'est que la commune est propriétaire de la cathédrale, ce qui est plutôt exceptionnel. Généralement, c'est l'État Oui, qui est propriétaire de la cathédrale. souvent. Qu'est-ce que ça implique pour votre commune concrètement d'avoir tout ce patrimoine historique à gérer? Mais ça implique évidemment beaucoup d'entretien et chaque année une ligne budgétaire assez importante pour l'entretien et les réparations de la cathédrale, à la fois en ce qui concerne toute la façade, mais également l'intérieur. Alors, quels sont justement les travaux en cours là actuellement, ou passés ou futurs? Il y a eu des purges, c'est-à-dire qu'on ausculte les pierres sur les façades extérieures ces dernières années. Et actuellement, nous sommes plutôt dans tout ce qui concerne l'intérieur de la cathédrale. Et je ne sais pas si nous le verrons peut-être tout à l'heure, il y a des filets dans les voûtes du transept et de la nef, parce qu'il y a des clés pendantes qui actuellement menacent de tomber. Donc il faut sécuriser les lieux dans un premier temps. Sécuriser les lieux dans un premier temps et puis dans un second temps, restaurer avec l'aide de la direction régionale des affaires culturelles qui va nous présenter une méthodologie de réparation et qui, je l'espère, pourra également
subventionner l'opération. Alors il y a 2 ans, il y a déjà eu des travaux pour rénover la flèche de la cathédrale. On va le voir sur ces images. Vue d'en haut, on a une vue magnifique sur Senlis, sur cette cité médiévale chargée d'histoire. Quelle place occupe la cathédrale pour les Senlisiens? Les Senlisiens sont très attachés à la cathédrale, j'allais dire à leur cathédrale. C'est vraiment un repère qui se voit de loin, puisque quand on arrive à Senlis, des villages avoisinants, on voit toujours la cathédrale en fait, qui est sur son promontoire, qui s'élève à plus de 70 mètres de hauteur. Et il y a une identité de la cathédrale. D'ailleurs, il y a de nombreux logos qui évoquent cette cathédrale, ou très souvent des dessins pour représenter Senlis, on représente souvent la cathédrale en fait. Votre commune est une commune extrêmement touristique. Forcément, elle est chargée de patrimoine. Il y a même des tournages qui viennent régulièrement ici. Est-ce que la cathédrale, voilà, dans le parcours touristique, c'est incontournable? Oui, c'est incontournable. La cathédrale, Senlis, c'est la cathédrale, les pavés, les remparts, le musée, l'ancien palais épiscopal qui vient d'être restauré pendant 5 ans et qui a ouvert ses portes au mois de novembre, fin novembre. Le château royal, les ruines du château royal, mais aussi avant tout la cathédrale, puisque, comme je vous le disais, elle est vraiment l'identité, le repère pour les Senlisiens et pour les visiteurs aussi. Cette cathédrale, on y célèbre des messes. Des fois aussi, elle sert pour des cérémonies d'enterrement. Oui. Est-ce que c'est aussi un lieu qui est ouvert aux associations pour des choses un petit peu étrangères aux activités religieuses? Oui, bien sûr. En fait, c'est un lieu, déjà qu'on utilise en extérieur. Par exemple, au moment de Noël, il y a un village de Noël sur le parvis. Et puis également, un lieu qui peut servir à des manifestations municipales ou associatives. Il y a même des concerts de rock. Alors, il y a eu un concert de rock qui a été organisé là par la paroisse il y a quelques mois, qui a réuni beaucoup de jeunes donc dans la cathédrale. C'était du rock catholique. C'est important à vos yeux justement de faire vivre le lieu, que la société aussi s'imprègne du lieu et l'utilise? C'est très important, surtout qu'avant, la cathédrale était un lieu de vie, peut-être encore plus que maintenant. Un lieu social. Un lieu social. Ça reste un lieu social, mais je pense que quand on peut avoir l'occasion d'organiser des concerts d'orgue, des concerts... on a de nombreuses associations à Senlis, des chorales, des orchestres. On accueille aussi souvent des orchestres prestigieux. Donc, bien sûr, c'est un lieu qu'il faut faire vivre. Bon, très bien. Le message est passé. Merci beaucoup Pascal Losler. Je vous en prie. Et on souhaite longue vie à cette cathédrale et longue rénovation. Nous on se retrouve dans un instant. Thibaut, on va partir de ce portail occidental et on va rentrer à l'intérieur de cette cathédrale avec René Messel. Il est historien, il est incollable sur le contexte historique de cette cathédrale. À tout de suite. À tout de suite Mathieu, à tout de suite. Merci beaucoup pour cette visite, cette première visite donc à la cathédrale de Senlis. On va jouer au docteur maintenant avec mes 2 invités. Attention les chaussures, habillées de la même couleur. Ça ne rigole pas. Céline Vacrossa, vous ne nous avez pas ramené n'importe qui aujourd'hui. Je vous ai ramené l'ORL de Picardie. Qui se promène d'hôpitaux en hôpitaux. Otorhinolaryngologue Gladys Guillaume-Soued. Bonjour, merci d'être là. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous expliquer les otites, le fonctionnement des otites. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus avec les enfants, notamment les otites à répétition. Surtout avant 2 ans, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, qu'est-ce que c'est une otite? Qui commence? Allez Céline. Vas-y. C'est une inflammation de l'oreille. Il y a différentes parties dans l'oreille, externe, interne et moyenne. Et donc il y a une inflammation. Ce qui nous pose plus de petits tracas, c'est l'otite moyenne, puisqu'il y a une accumulation de produits, de liquides, qui nécessite parfois, je dis bien parfois, un geste chirurgical fait par un ORL. Voilà. Par Gladys en l'occurrence. Allez, on va regarder une animation tout de suite pour mieux comprendre cette explication qui était très claire. Bravo. Ça dure 1 minute, on en parle juste après. L'oreille comporte 3 parties distinctes, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les ondes sonores se propagent tout d'abord à travers l'oreille externe, dans le conduit auditif, puis font vibrer le tympan. Le tympan est relié à 3 osselets dans l'oreille moyenne.
La vibration se propage à la cochlée, dans l'oreille interne, où elle est traitée et envoyée au cerveau. Une infection de l'oreille se produit dans l'oreille moyenne. Normalement, le liquide dans l'oreille moyenne s'écoule dans la trompe d'Eustache et dans l'arrière-gorge. Lors d'une infection de l'oreille moyenne produit un liquide qui ne peut s'écouler correctement par la trompe d'Eustache. Une accumulation de liquide peut entraîner une douleur et une perte d'audition temporaire. Cette accumulation est également susceptible de conduire à une infection de l'oreille moyenne. L'otite moyenne est plus fréquente chez les enfants en raison de la longueur et de la position de leur trompe d'Eustache. Cette pathologie doit être traitée par un médecin. Et c'est là que vous intervenez, Gladys, en l'occurrence. Est-ce que c'est douloureux? Oui. Alors c'est douloureux. Une otite moyenne aiguë en l'occurrence est douloureuse, tout simplement parce que le liquide qu'il y avait dans l'oreille moyenne pousse le tympan. Et cette traction au niveau du tympan, le fait que le tympan soit poussé par le liquide, l'étirement du tympan fait mal. Hein? Alors c'est là que vous intervenez avec toute une batterie de matériel que vous nous avez ramené sur ce plateau. Ça donne pas envie d'avoir l'otite, ça donne pas du tout envie d'aller faire un tour chez voilà. vous, hein, je suis désolé. Donc, alors l'otite généralement est traitée par des antibiotiques. Hein. Il faut, savoir que c'est pas le traitement des otites. Voilà. Ça c'est le traitement après. Des otites compliquées qui ne guérissent pas et qui se chronicisent. D'accord. Alors, dans un premier temps, antibiotiques. Antibiotiques, généralement, en fait, les patients vont voir leur médecin généraliste. Ça, c'est le schéma. L'enfant a mal à l'oreille ou fait de la température. On l'examine avec un otoscope. On voit une otite, donc moyenne. On met en route un traitement par antibiotiques et des antalgiques. Ça ne cède pas ou ça récidive fréquemment. Donc là, on demande l'avis au spécialiste, à l'ORL. Donc, suite à ça, s'il y a indication donc, à un geste chirurgical, eh bien, c'est Gladys qui intervient. Donc, en fait, une otite simple, généralement guérit en une dizaine de jours. Quand le médecin réexamine l'enfant, au bout de 3 semaines, généralement, le tympan est redevenu complètement normal. S'il y a une non-normalisation du tympan à partir de 3 semaines, là, on peut éventuellement se poser la question du passage à la chronicité d'une otite. Et là, c'est là qu'on passe sur le versant des otites moyennes aiguës où on peut intervenir justement si ça ne guérit pas. Avec un acte chirurgical qui est relativement simple, c'est la pose ce qu'on appelle un yo-yo. Voilà. Communément un yo-yo, mais c'est un aérateur. C'est-à-dire qu'on va faire une incision dans le tympan. Comment je me la joue? On va faire une incision dans le tympan. On va en fait aérer le tympan de manière à ce que le liquide sèche automatiquement dans l'oreille. S'évacue, ou qui est plus ce pus permanent. Et là, c'est là que vous intervenez en posant des aérateurs. Ce genre de petites choses. Alors là, c'est tellement petit que je vais essayer de le montrer avec cette petite caméra-là. Expliquez-nous ce que c'est, Gladys. Venez avec la pince. Donc en fait, oui, avec la oui. Il y a une petite. Non, c'est une petite quand même. Hein. C'est sous microscope que ça se fait. Donc en fait, on a du liquide derrière le tympan. Ce liquide, il faudrait l'évacuer. Ah oui, d'accord. Voilà, il faut le prendre comme. Voilà. Très bien. Donc. On a du liquide derrière le tympan, on incise le tympan. Vous n'avez pas d'iPad? Ah mince, d'accord, bon. Alors, incise le tympan, on aspire le liquide qu'il y a derrière le tympan et on positionne l'aérateur. Il y a 2 types d'aérateurs. Donc les aérateurs communément appelés yo-yo, ce sont les aérateurs que l'on pose en première intention. C'est tout petit. Donc, hein. C'est celui-là. Alors, attendez, le yo-yo, il est là. Alors, attendez, le yo-yo, il est là. Juste que je l'attrape. Voilà. Donc le yo-yo, c'est vraiment un tube creux que l'on positionne de part et d'autre du tympan. Et qui fait que les pressions au niveau de l'oreille c'est microscopique, hein. Est équilibrée donc entre la pression extérieure et entre les pressions du nez. Et donc ça équilibre un petit peu les pressions par rapport à la trompe d'Eustache. Et ça tombe tout seul. Et ça tombe tout seul entre 6 mois et 1 an. En revanche, s'il y a une récidive des otites, ce qui peut arriver malheureusement, là on passe à un aérateur qui s'appelle un T-tube, qui lui peut rester jusqu'à 2 ans au niveau de l'oreille. Absolument, c'est celui-là, en forme de T-tube, que l'on enlève en consultation ou sous anesthésie générale selon l'âge de l'enfant. Donc celui-là permet d'aérer plus longtemps l'oreille moyenne et en l'occurrence ça permet d'équilibrer les pressions entre l'extérieur, entre le nez et l'extérieur du tympan. Donc ça permet d'éviter de récidiver au niveau des otites. Les enfants, bien sûr, il faut qu'ils fassent un petit peu plus attention tout ce qui est piscine et toutes ces choses-là. Oui, alors voilà, il y a des règles quand même globalement pour l'otite de manière générale. Par exemple, la piscine. Alors, une otite simple, tant qu'il est infecté, l'enfant, il ne va pas à la piscine. Tout à fait. En revanche, une fois guéri, au bout d'une semaine, 10 jours, il peut retourner à la piscine. Quand il a des aérateurs, c'était la question que voilà. Quand on a des aérateurs,
un enfant ne doit pas théoriquement, quand c'est un shepard, donc quand c'est un yo-yo, il ne doit pas aller à la piscine, à moins de vraiment bien faire des mesures d'étanchéité au niveau de l'oreille. C'est pour ça qu'on trouve en fait des systèmes en pharmacie ou dans des magasins de sport. Des petits bouchons. C'est plus que des petits bouchons, c'est des petites choses qui prennent la forme vraiment du pavillon. Alors c'est des petits tubes de silicone. C'est ça. Comme de la pâte à modeler que l'on peut mouler. Et qui permettent de faire une étanchéité. Ouais. Qu'est-ce qui favorise qu'est-ce qui favorise l'otite? Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs? Bien les souvent, rhumes. c'est après en fait des rhinopharyngites, Absolument. donc il faut vraiment apprendre aux enfants le mouchage de nez systématiquement. Ou le lavage de nez. Oui, lavage de nez. Alors ça fait partie ça fait partie du traitement de base d'une otite, c'est la désinfection rhinopharyngée, c'est le lavage du nez. C'est une toilette nasale que l'on doit faire régulièrement, au même titre que les dents, quoi. Pour les enfants, il faut laver le nez régulièrement. Avec les poires, là, où on met Avec les poires ou avec tout simplement les petites dosettes de sérum physiologique. Qu'on injecte. Voilà, on positionne la tête sur le côté, on injecte le liquide et il passe de l'autre côté, et puis on refait la même chose, la même manœuvre. C'est toujours c'est valable pour les adultes aussi. Oui, mais c'est toujours très impressionnant chez les enfants, mais c'est vraiment le B.A.B.A. C'est le traitement de base. Excusez-nous, mais ça doit sortir un paquet avec la poire, là, si on lave avec du bicarbonate de soude, de l'eau salée. Alors la poire, il faut faire attention parce que la poire, on peut provoquer des hyperpressions si on les répète de façon régulière. Ça peut provoquer des hyperpressions au niveau de la trompe d'Eustache entre le nez et l'oreille, et on peut favoriser les otites séromuqueuses. Juste pour finir, est-ce qu'on peut se vacciner pour se prémunir de l'apparition de l'otite? Alors, il y a des germes comme le pneumocoque ou l'hémophilus. Il existe des vaccins. Donc, d'ailleurs, l'hémophilus, ça fait partie des vaccinations recommandées. Donc, effectivement, oui. Oui, alors il y a le pneumocoque qui ne diminue pas forcément. La vaccination contre le pneumocoque est devenue obligatoire, elle ne l'était pas. Ça diminue la fréquence des complications des otites. Ça ne diminue pas forcément le nombre des otites. Mais il faut le faire. C'est nécessaire. Notamment les méningites, pour éviter les méningites. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces informations avec tous ces appareils de torture que vous utilisez pour ouvrir la... Voilà, l'ouvre-bouche, la queuvette qui intrigue tout le monde. Que des trucs vachement sympas. Amélie.santé.fr si vous voulez avoir plus d'informations. La vidéo que l'on a diffusée est sur ce site-là, amélie.santé.fr, pour avoir toutes les informations. Merci à toutes les deux et bon courage pour sillonner la Picardie et aller guérir les otites de ces enfants. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va retrouver... Merci Céline aussi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va retrouver Mathieu tout de suite à la cathédrale de Senlis. Mathieu qui va, à mon avis, pas tarder à rentrer dans la cathédrale. C'est ça, Mathieu? Oui, c'est exactement ça, Thibault. Regardez, on est devant le portail occidental de la cathédrale et on est avec René Messel. Bonjour René. Bonjour Mathieu. Vous êtes historien passionné par l'édification de cette cathédrale et regardez bien, vous allez nous parler de ce portail occidental qui représente une scène très précise dans la Bible, le couronnement de la Vierge. Oui, ça n'est pas dans la Bible exactement. En réalité, cet ensemble-là reflète un peu la situation de la société civile et de la société religieuse dans la deuxième moitié du XIIe siècle. C'est le temps de la féodalité. Il y a l'arbre de Jessé, c'est le lignage, en quelque sorte, qui est prêté à la Vierge Marie et donc à Jésus. Il y a ensuite, il ne faut pas l'oublier, une contestation au sein de la société religieuse et de la société civile du rôle de l'Église. L'Église est contestée et donc il faut asseoir le pouvoir de l'Église et l'associer au pouvoir royal. D'accord. Et il est remarquable ici que dans ce thème qui est dans le tympan et qui représente en somme ce qu'on appelle le couronnement ou le mariage de la Vierge, on disait à l'époque le Christ époux et la Vierge épouse. Il est remarquable ici que le Christ porte une couronne royale. D'accord. Autrement dit, c'est une association du pouvoir royal, du pouvoir temporel, pardon, et du pouvoir spirituel. Ce que voulait le pape, l'autorité du roi. Exact. Ce que voulait le pape Innocent II, qui avait d'ailleurs été
le protégé du roi de France, Louis VII, et qui est à l'origine de ce thème iconographique qu'on trouve à la basilique Santa Maria in Trastevere à Rome. Vous êtes intarissable, venez, on va rentrer dans la nef, sinon on va plus avoir le temps. Je peux dire un mot sur le calendrier des mois très rapidement. Très rapidement. Quand on regarde je dirais, un tableau religieux dans lequel il y a le Christ, il faut toujours se mettre dans le plan du Christ. Autrement dit, sa droite et sa gauche. À droite, on a les activités productives. À gauche, ici, à la gauche du Christ, le mauvais côté, celui du mauvais larron, on a les activités qui peuvent être aléatoires. Surtout si on obéit au diable, qui est là, qui est figuré en termes. Voilà. Ouais. Très bien. Bon, on va laisser passer Franck Moati derrière la caméra et nous, regardez, on va pénétrer dans cette nef. Alors, elle est assez imposante. Hein. Oui. Il y a eu un épisode un petit peu particulier ici. C'était la répudiation d'Isabelle par Philippe Auguste. Racontez-nous ça. Oui, alors c'est la tentative de répudiation. La tentative de répudiation. Lorsque Philippe Auguste est monté sur le trône, il avait 15 ans. Il était jeune. Le comte de Flandre lui avait proposé, lui avait fait épouser sa nièce, Isabelle de Hainaut, qui avait 10 ans à l'époque. C'était une manière pour lui de mettre la main un peu sur le royaume de France, qui était quand même tout petit à l'époque. Et elle était censée assurer la lignée et lui donner des enfants. Oui, et puis lui apporter aussi en dot, lui apporter le Hainaut. Hein. Et à l'âge de 13 ans, elle n'avait toujours pas donné d'enfant au roi. Bon, comme il s'était fâché avec le comte de Flandre, il a voulu en somme se débarrasser d'elle pour épouser éventuellement une autre candidate. Et il a convoqué à Senlis une assemblée de seigneurs et d'évêques pour prononcer cette réputation. Et la malheureuse, permettez-moi l'expression, la malheureuse gamine de 13 ans, on le rappelle. De 13 ans, qui était très pieuse, a eu, et qui était très aimée par la population. Elle était très jolie d'ailleurs. Oui. Et elle a eu l'idée en larmes, de promener pieds nus, en robe de pénitente et de faire le tour autour de la cathédrale de Senlis. Non, de toutes les églises de Senlis. Il y en avait 5 à l'époque. Ouais. Et pieds nus sur les pavés de Senlis. Et ça a ému la population. Et du coup, Philippe Auguste s'est rétracté. Un dernier mot pour finir. Venez avec moi rapidement. Qu'est-ce que c'est que ces colonnes? On voit, c'est absolument pas gothique. Ouais, d'où est-ce qu'elles proviennent en fait, ces colonnes? Alors, ce sont des colonnes de calcaire, des colonnes anciennes, vraisemblablement de récupération de monuments anciens. Ouais. Voilà. Alors, le problème, c'est que elles ont à supporter un poids considérable. Hein, si vous remarquez, il suffit du moindre mouvement de terrain pour qu'elles éclatent. Donc elles sont sous contrôle, mais déjà, lorsqu'elles ont été mises en place, elles ont été mises en place sur des coussinets d'amortissement, des coussins de plomb. On voit très bien, si je peux... ici, pardon. Voilà, on les voit rapidement ici. Ouais. Voilà, vous voyez très bien ici l'épaisseur du coussin de plomb qui permet à ces colonnes-là de supporter tout le poids. Supporter tout le poids qui est là-haut. Voilà. Merci beaucoup René Messel. On se quitte. Regardez, je vous montre cet ouvrage auquel vous avez participé, Senlis, Racine et Avenir. Merci beaucoup d'être venu. Et on se retrouve dans un instant avec l'archiprêtre de la cathédrale de Senlis. À tout de suite. Mathieu, merci beaucoup pour cette visite donc, de la cathédrale de Senlis. On va parler filiation maintenant. C'est l'heure du notaire. Bonjour Clotilde. Bonjour Thibault. On va parler de filiation, donc c'est la vie à deux avec les enfants en mariage ou hors mariage. La filiation, on rappelle que c'est le lien juridique entre un enfant et ses parents. Est-ce qu'il y a une différence selon que l'on soit marié ou pas? Alors oui, parce que quand on est marié, on est forcément le père ou la mère de l'enfant qui est issu du couple. C'est-à-dire que pour le père, on va parler d'une présomption de paternité. C'est forcément le papa, le mari. C'est-à-dire que même le papa naturel, biologique, officiel, où tout va bien, doit quand même automatiquement reconnaître son enfant. Alors quand on n'est pas marié, oui, parce que ça, c'est pas automatique.
Hein, donc c'est là où c'est important dans le cadre d'une union libre, d'un concubinage ou d'un pax, c'est effectivement quand on a un enfant de reconnaître son enfant, parce que sinon il n'a pas ce lien juridique et donc l'enfant n'est pas à vous. Pourtant on l'a conçu. Donc c'est un acte administratif en fait. Alors je reconnais être le papa de... c'est une reconnaissance que l'on fait soit à l'occasion de la déclaration de naissance de l'enfant, lorsque le père va lui-même à la mairie pour déclarer la naissance de l'enfant. Ça peut être fait avant la naissance, ça peut être fait au moment de la déclaration, puis ça peut être fait aussi après, donc auprès de l'état civil, de l'officier d'état civil. Et puis ça peut aussi être fait par un acte notarié. Donc ça c'est intéressant parce que ça restera secret. D'accord. Tant qu'on n'en a pas besoin. D'accord. Il y a d'autres moyens de reconnaître la paternité en l'occurrence. La paternité ou la maternité, hein, parce que les deux aussi peuvent exister. Alors ça peut être une reconnaissance judiciaire, c'est d'aller voir le juge en lui disant voilà, je sais que monsieur untel doit être mon père, donc je voudrais que vous reconnaissiez parce que lui il veut pas l'admettre. Donc, et là, le papa est obligé de se soumettre à une test ADN, et puis donc il y a une enquête, etc. Et on pourra reconnaître que c'est effectivement cet enfant, il est de lui, et qu'en conséquence, il va y avoir des droits et des obligations de part et d'autre. Et notamment financières. Et notamment financières. Ça arrive souvent, un droit à pension. Par exemple en Picardie, que des papas... se retrouvent avec des enfants de 20-25 ans qui arrivent, toc toc, bonjour. Ça peut arriver, peut-être pas forcément en Picardie ou qu'en Picardie, mais ça arrive, oui. Moi, je me souviens d'un cas où effectivement l'enfant est arrivé, il avait à peu près une vingtaine d'années, alors que le papa était établi, marié depuis très longtemps, avec d'autres enfants, et c'est vrai que ça chamboule un petit peu la famille. Alors justement, quels sont les moyens de contestation? Est-ce qu'on peut dire, attendez, non, moi je refuse toute reconnaissance paternelle, quels sont les droits des papas potentiels? Alors, tout va dépendre si cet enfant va avoir vécu avec le père ou l'occurrence, ou la maman. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi une autre manière de faire reconnaître qu'on a un enfant, ou que l'enfant se fasse reconnaître qu'il a un père ou une mère, c'est ce que l'on appelle la possession d'état. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu cette démarche de dire, voilà, cet enfant est le mien, mais par contre, on a toujours vécu avec lui, on s'est occupé de lui, et puis aux yeux de tous, il est reconnu comme étant votre enfant. Alors, tout va dépendre si on a eu une durée suffisante, donc il y a un délai de 5 ans, pour pouvoir ensuite éventuellement contester s'il n'y a plus ce lien et s'il n'y a plus cette possession d'État. Voilà. Donc il faut quand même prouver et justifier que l'enfant a vécu... Pour que ça puisse pas être contestable, oui. C'est ça. Voilà. Donc il faut garder... c'est horrible quand même. Ça veut dire qu'il faut justifier, garder des preuves, Un petit peu. Mais bon, il y a du témoignage, etc. Et cette possession d'État, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut aussi être déclaré par un acte notarié. D'accord. Est-ce que... en quoi elle est si importante, cette filiation? Ça justifie quoi? Ça justifie notamment pour les questions d'héritage, pour les par questions exemple, parce que si vous n'avez pas la reconnaissance d'un parent, eh bien vous n'êtes pas son héritier. Même si tout le monde sait que probablement vous êtes l'enfant de ce monsieur ou de cette femme, si vous n'avez pas été reconnu, vous n'êtes pas son héritier. Et puis l'autre conséquence aussi, c'est la possibilité de réclamer au père ou à la mère, de lui réclamer une pension alimentaire. Et puis on en avait parlé il y a quelque temps, la possibilité aussi aux parents de réclamer à leurs enfants une pension alimentaire s'ils sont eux-mêmes dans le besoin. En fait, la filiation, elle a de l'importance à partir du moment où il y a problème, il y a litige en fait, c'est ça? Quand tout va bien, effectivement, c'est automatique. Non, parce que les enfants ont tous besoin de savoir de qui ils sont les enfants. Ouais. J'ai une dame hier qui a été visiblement abandonnée par sa mère et elle a fait tout un tas de recherches. Depuis longtemps, elle voulait savoir si sa mère était là. Elle sait qu'elle a une demi-sœur. Et pour elle, c'est quelque chose d'important de savoir de qui elle est l'enfant. Et que ce soit officiel. Et que ce soit officiel. Que ce soit acté. Aujourd'hui, elle a 60 ans, mais malgré tout, elle a besoin de savoir... comment était sa mère, ce qu'elle a vécu, ses antécédents. Elle a fait des recherches sur ses grands-parents, etc. On a besoin de la famille, ce qui paraît, cette reconnaissance. Ce qui paraît totalement logique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous nous avez parlé de la filiation, donc c'est un rapport entre papa, maman et les enfants. Merci beaucoup, Clotilde. On va retourner à Senlis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, allez, Mathieu, à l'intérieur, dans le cœur. Mathieu, donc vous êtes dans le transept presque là, j'ai l'impression, non?
Voilà, juste devant l'autel, avec le père Stéphane Janssen, l'archiprêtre de cette cathédrale Notre-Dame de Senlis. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Ça fait 6 ans que vous officiez ici. Avant, vous étiez dans une église beaucoup plus modeste, Notre-Dame à Chantilly. Oui. Quel est votre ressenti lorsque vous officiez dans ces lieux qui sont plutôt impressionnants? Chantilly, c'est déjà une belle église, hein. J'en garde un très bon souvenir, il faut aller la visiter. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici dans cette cathédrale, ce qui frappe toujours, c'est déjà on est dans une cathédrale. Alors il y a une espèce d'élégance, la beauté de la pierre, des beaux volumes, un espace sacré qui nous permet de déployer la liturgie. Donc ça c'est très appréciable et c'est vrai que ça peut pas se faire dans toutes les églises. En revanche, ce qui me marque tout de suite quand on arrive ici comme prêtre, quand on se tient dans le chœur, c'est les proportions très familiales en fait du lieu. Donc, si vous voulez, dans quel sens? Dans quel sens? Alors, non seulement par toutes les générations qui sont rassemblées, mais aussi parce que visuellement, on a un contact de proximité avec chacun. Donc, on a à la fois la classe de la cathédrale et en même temps, je trouve la chaleur des églises de village. C'est un compromis rare et très appréciable. Les gens qui viennent prier ici, la population catholique de Senlis qui vient ici régulièrement, quelle est-elle? Alors déjà les familles. C'est grande famille. Il y a pas très longtemps, on avait fait une grande enquête dans la paroisse et c'est d'ailleurs l'expression que les gens utilisaient. Cette communauté paroissiale, c'est notre seconde famille. Et on a une communauté qui est très vivante. Très dynamique, créative, je dirais à l'image de cette cathédrale. Et on a la chance d'avoir des générations vraiment bien mélangées, bien équilibrées. Et ici, vous voyez, devant, alors là, on les a enlevés parce que c'est en semaine, mais normalement, il y a des tapis devant et les enfants sont nombreux ici, bien accueillis, ça me tient très à cœur. Ils sont, pendant une partie de la liturgie, ils sont dans la chapelle à côté, qui est très belle aussi. Et puis là, devant, ils sont là, nombreux. Donc on a vraiment toutes les générations. Une cathédrale vivante. Vivante. Et puis finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, assez mélangée sur le plan sociologique. Voilà, les gens du centre-ville, les gens des quartiers. Et on essaie que ce soit un lieu vraiment qui rassemble tout le monde. Il y a un brassage. Il y a un vrai passage. Alors ici, c'est l'autel. C'est l'autel. C'est là où vous officiez. C'est là qu'on célèbre la messe, les mariages, les obsèques. C'est vraiment le cœur de la cathédrale pour vous dans votre quotidien. Exactement. Très bien. En tout cas le dimanche et puis pour les grandes célébrations, parce qu'en semaine on célèbre dans la petite chapelle pré-romane. On parle souvent de crise des vocations dans l'église. Est-ce que c'est un phénomène que vous ressentez vous personnellement? D'une certaine manière, oui. Mais plus que de crise des vocations, à mon sens, il faudrait parler plutôt de crise de la foi. Parce que ce qu'on constate, c'est que dans l'histoire, il y a une progression, il y a une corrélation entre le nombre de pratiquants de tous les dimanches et le nombre de vocations de prêtres. Ici, on est dans une communauté très vivante par rapport à la moyenne nationale. Et donc, on constate que beaucoup de jeunes se posent des questions. Et on a plusieurs jeunes qui sont de la paroisse, qui sont rentrés au séminaire. C'est-à-dire que là où il y a une communauté vivante, là, l'Église, en quelque sorte, enfante les prêtres dont elle a besoin. D'accord. Et donc, ce qui est plus préoccupant... L'Église est vivante, plus elle suscite des vocations. Voilà. Et donc, le problème, c'est pas tellement la crise des vocations, c'est peut-être plus la crise de la pratique. De l'Église. Voilà. Mais là où on a des communautés vivantes, là, il y a des vocations. Et comment vous expliquez justement qu'il y ait certaines zones géographiques où l'Église soit moins vivante que dans d'autres? C'est des raisons sociologiques, historiques? Il y a un peu de tout ça. C'est un mélange complexe. Ici, ce qui est sûr, c'est que on a une cathédrale qui est un vrai phare pour la région, qui rassemble des gens qui viennent de loin. On n'est pas dans une grande ville anonyme, et en même temps, on a quand même une vraie ville, un vrai cœur. C'est plus difficile pour mes confrères qui sont en campagne, où ils ont 40, 50 ou 80 clochers, une grande dispersion. Donc là, ce qui fait que non seulement pour les liturgies, mais pour toutes nos activités au fil de la semaine, on a une capacité de rassembler, d'attraction qui est belle, quoi, c'est sûr. Question d'actualité, je sais que c'est difficile d'y répondre assez rapidement. L'Église a adopté une position assez précise sur l'ouverture du mariage civil à tous, aux couples homosexuels. Vous, personnellement, quel est votre positionnement par rapport à cette question sociétale? Moi, je me sens très à l'aise avec ce que mon Église dit, et je partage sa conviction, même si je vois bien que dans un débat qui est très subtil, c'est pas facile de se positionner. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que par-delà les grandes questions qu'il peut y avoir sociétales, on n'oublie pas qu'il s'agit d'abord de considérer les personnes et redire que Dieu bénit tout le monde. Et dans notre assemblée, le dimanche, nous avons des personnes homosexuelles. Elles sont accueillies
comme les autres. Il n'y a pas de discrimination. Après, c'est vrai qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, et qu'un couple, ça reste un homme et une femme, voilà. Et avec la capacité de donner la vie. Et ce grand souci que nous avons de la vie, et pas simplement de l'amour, fait que, voilà, on peut pas mettre sur un même pied d'égalité un couple hétérosexuel et 2 hommes ou 2 femmes. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on a entendu votre opposition, en tout cas. Merci beaucoup. Mais surtout, oui, opposition. Enfin, on situe souvent l'Église contre. Elle n'est pas d'abord contre. Elle est pour défendre l'amour, pour se soucier de la vie et du bien de chacun, et surtout pour rappeler le respect inconditionnel des personnes. Voilà. Donc, elle n'est pas d'abord contre. Elle est pour. Très bien. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour votre Jantin. accueil. Et nous, on se retrouve dans un instant. Regardez, Franck va vous le montrer. C'est tout là-bas, au niveau de l'orgue, et on aura même un petit concert privé, une petite session privée, Thibaut. Et à tout de suite, Mathieu. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre ces petits discours de paix comme ça à 10h24 sur France 3 Picardie. On va avoir un autre concert maintenant. Direction l'Ouvre-Boîte à Beauvais. Voici Wolves and Moons. C'est le représentant de la Picardie pour le prochain printemps de Bourges. Il nous interprète aujourd'hui Nothing Ever Shone in the Sun. Rien ne brille jamais dans le soleil. C'était à l'Ouvre-Boîte. C'est la prise de son avec Mathieu Maillet et Christophe Lépine. Nous sommes à l'Ouvre-Boîte à Beauvais pour votre rendez-vous prise de son proposé par le Patch et France 3 Picardie. Et aujourd'hui, on est avec Wolves and Moons. And then you called me back your way. Leave me when I'm occupied at that eternal game I play. Il y a beaucoup moins de limites, étonnamment, alors que c'est dans un genre bien défini, folk. Mais j'ai l'impression qu'on peut toucher à tout et aller encore plus loin parce qu'on peut apporter tout un tas de petites choses qu'on ne pouvait pas faire dans le rock qu'on faisait dans l'autre projet, qu'on fait toujours d'ailleurs. Dans Wolves and Moon, il y a tout ce que j'ai pas trouvé ailleurs ou dans d'autres propositions que j'ai lues en gros. Et puis comme je fais des styles différents, quand même très différents, enfin vraiment de l'électro club à la chanson ou d'autres choses, ça me permet d'explorer un nouveau style musical. Donc là je suis complètement en ébullition. Ouais, c'est ça. Puis bon, il n'y a pas de barrière musicale, donc il y a tellement de choses belles à prendre à droite à gauche. Moi quand j'ai écouté leur compos, j'ai été séduit tout de suite et je me suis dit bon quoi qu'il advienne, ça serait cool de jouer dans ce groupe-là. Winter tide you to the fire and try to hypnotize your dream. Là, le but du projet, c'est évidemment de tourner, quoi, de faire des dates. Donc ça serait trouver un tourneur. Et puis après, de toute façon, là, il y a un EP de sortie pour l'instant. Donc le projet, c'est aussi il y a plein de nouvelles choses, plein de nouvelles compos. Donc c'est de passer à la suite, quoi, d'enregistrer. Et de tourner, de jouer un max, voilà, c'est l'objectif.
Et voilà, Wolves and Moons, donc le représentant de la Picardie pour le printemps de Bourges cette année. On va retourner voir Mathieu tout de suite à la cathédrale de Senlis. Et oui, Mathieu joue de l'orgue, vous allez voir. Allez Mathieu, on vous écoute. Bon, on va s'arrêter là, on va plutôt laisser Guy Rocher en jouer. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes organiste et vice-président de l'association des Amis de l'Orgue de Senlis. Tout à fait. Alors vous connaissez très très bien cet orgue. Bon, contrairement aux apparences, il est plutôt en mauvaise santé. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors donc cet orgue est effectivement en mauvais état. Alors le problème c'est que évidemment il y a l'usure du temps. Il y a aussi un problème dans les systèmes, les matériaux qui sont tout à fait à revoir. Et puis il y a également les problèmes de variation de température et de variation hygrométrique. Donc ça pose vraiment d'énormes difficultés. Il faudrait le restaurer, le rénover. Combien est-ce que ça coûterait concrètement? Alors la restauration doit se faire normalement en 2 phases. Alors la première phase, elle va coûter 430 000 €. La deuxième phase, c'est-à-dire la phase qui est consacrée à la restauration du positif, va coûter 120 000 €. D'accord. Hors taxe. Donc plus de 500 000 €. Comment est-ce que vous allez faire pour récolter ces sous? Il y a des souscriptions qui sont lancées, je crois. Alors effectivement, nous avons lancé l'opération parrainage des tuyaux en avril 2012. Alors ça consiste à parrainer chacun des tuyaux. On a envisagé de parrainer 2508 tuyaux. Donc chacun peut devenir parrain ou marraine d'un tuyau de l'instrument. Et c'est déductible des impôts. Voilà, exactement. Bon. Alors le prix des tuyaux s'échelonne de 20 € jusqu'à 500 €. Et ça permet de participer financièrement à la restauration de l'instrument. Bon Guy, comment est-ce que vous êtes tombé dans l'orgue, vous? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet instrument? La sonorité. La sonorité. La sonorité, bien sûr. C'est quelque chose d'assez insolite. C'est absolument fabuleux. Très bien. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous prendre le micro, vous allez changer de lunettes parce que je crois que vous avez besoin de nouvelles lunettes pour jouer. Exactement. Et vous allez vous installer. Allez-y. Et puis, on va écouter Guy dans un instant. Vous voyez que c'est assez gigantesque comme instrument. Il y a pas mal de réglages à faire, notamment le siège. C'est très très important. Il y a des pédales. Il y a bien sûr des touches comme au piano, mais il y a aussi des petits loquets qu'il faut tirer. Nous, je vous dis au revoir tout de suite. On va se retrouver jeudi, demain, pas d'émission. Jeudi, changement de décor. On va quitter la cathédrale de Senlis. On sera du côté de Méault avec un groupe de passionnés, l'association historique, l'association des Amis Histoire de Méault qui recueille plein d'archives et de maquettes de ce grand lieu de l'aéronautique picarde et française. Et Guy, c'est quand vous voulez.
c'est pas tous les jours qu'on a l'orgue de Senlis, rien que pour nous. Merci beaucoup Mathieu pour cette émission avec Franck Moitié derrière la caméra. L'orgue de Senlis qui joue donc pour la fin de cette visite de la magnifique cathédrale de Senlis. On va jeter un coup d'œil sur la météo tout de suite. Météo capricieuse aujourd'hui, c'est très instable sur l'ensemble de la région. Du grésil possible sur l'extrémité est de l'Aisne, mais surtout des rafales de vent entre 70 et 90 km/h. Il y aura de la pluie pour tout le monde. Il y a un risque d'orage aussi pour presque tout le monde et de possibles timides éclaircies pour presque tout le monde aussi. Donc il y en a vraiment pour tout le monde aujourd'hui, pour ce mardi. Jennifer. Est-ce que le train est toujours en retard ? Oui. Oui. Le train, les trains entre Paris et Laon sont toujours annoncés avec beaucoup de retard puisque un arbre s'est couché sur une caténaire ce matin à cause du vent. Alors dans le sens Paris-Laon, enfin vers Paris, ça revient progressivement à la normale, mais il y a encore des retards. En revanche, dans l'autre sens, vers Laon, c'est légèrement plus compliqué. Le retour à la normale n'est envisagé que vers 13h30 à peu près. Donc certains trains sont détournés vers Tergnier et Creil. Donc voilà, c'est un peu compliqué ce matin sur la ligne Paris-Laon. Et puis l'autre titre que Zora développera ce midi, eh bien c'est la première école labellisée deuxième chance en Picardie. Elle se trouve à Étouville à Amiens. Il y en a 110 en France. Quelques-unes encore en expérimentation en Picardie, mais celle-ci, c'est la première officiellement labellisée à Étouville à Amiens. Voilà Thibaut, à jeudi. Eh ben, à jeudi, merci beaucoup Jennifer. Passez une bonne journée derrière Internet, www.france3picardie.fr. Dans un instant, c'est le journal de l'Outre-mer suivi de Midi en France en direct de Vienne avec Laurent Boyer. Le JT à midi avec Zora Hamdan. Rendez-vous donc jeudi matin à 9h40 en direct pour Picardie Matin. Merci à tous et à jeudi. Oh, allez, 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 je l'attendais celle-là. Évidemment, on n'est plus du tout en direct. Évidemment, c'est la fin de l'émission. Ah, ben voilà. D'habitude, c'est moi qui tape la honte aux autres. Eh, d'accord. Merci Hélène dans l'oreillette de m'avoir fait croire que c'était la fin de l'émission. Bon anniversaire, Titi. Ben, merci. Allez, ça grésille. Il reste combien de temps là? Parce qu'on va devoir. Ah, voilà. Ah bah voilà. Merci à tous. Bah oui, bah voilà. Bon c'est demain en fait. C'est demain. C'est demain, mais. Merci Céline, merci Julie, merci maman. Oh là là, excusez-nous hein. On vit notre vie à la. Bon, bah...